femmes. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, puisque un public essentiellement féminin. Merci Vincent d'être avec nous. C'est un peu dommageable parce que le thème du jour, on va parler de la place des femmes. Enfin, Virginie Nicaise, qui va passer un long moment avec nous, va nous parler de ses travaux sur la question de la femme dans le sport et en particulier sur les femmes dans le sport et dans des postes à responsabilité. Mais enfin, elle connaît son propos. On va faire ensemble. Je voudrais commencer par remercier Madame Nicolas qui nous a ouvert les portes du lycée et quand on est venu parler du projet de votre accueil ici et de votre préparation, a tout de suite dit j'ouvre les portes du lycée en grand pour faire les projets que vous auriez envie de faire. Donc pour le coup, on est là dans le lycée public de Monistrol-sur-Loire qui accueille de nombreux élèves et pour le coup qui est très centré sur le sport en fait. Il y a des options sport qui sont assez fortes, un INSS assez fort également. Donc ça a tout son sens. Et en plus, cet établissement, je crois, à ma connaissance, c'est la première fois que c'est une dame qui le dirige. Non ? Je me suis trompé ? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et puis, effectivement, il y a une petite histoire avec ce lycée. Donc, je ne vais pas tenir le micro trop longtemps. Je vais le passer à nos intervenantes, aux joueuses du groupe La Plagnora qui ont gentiment accepté d'être là. Elles sont très prises en fait pendant ce week-end. Et donc, ça s'enchaîne pour vous. Merci bien. Ça ajoute un peu de fatigue à votre rythme d'entraînement. Elles sortent d'une semaine de stage et il y a la compétition qui démarre cet après-midi. Donc, pour le coup, on est ensemble une bonne demi-heure. Je vous laisse vous présenter et on finira par toi, Virginie. Bonjour à toutes, du coup, et à tous. J'avais vu un monsieur, mais je ne sais pas où il est. Bon, bref. Moi, je m'appelle Marie-Ève Paget. Du coup, je suis membre de l'équipe de France 3-3, mais voilà, aujourd'hui, je représente la team La Plagnora 3-3 pour cette année aussi. Donc, on prépare les Jeux Olympiques pour l'année prochaine. Et voilà. Je suis très contente d'être parmi vous. Bonjour à toutes. Rien de plus à ajouter. Je fais également partie de l'équipe de France 3-3. Je suis également membre de la team La Plagne Aura 3-3. Et j'ai 27 ans. Je suis de La Rochelle. Voilà, j'aime bien le dire. C'est bon ? Vas-y. En intro, déjà, j'aimerais remercier Richard pour cette initiative-là, qui est un thème, moi, qui me tient à cœur et je vous partagerai pourquoi, parce qu'à la fois sur le terrain et en recherche et qui m'amène à avoir vécu des choses et à les déconstruire par la suite. Donc merci Richard, en tout cas. C'est une initiative rare dans le basket, c'est ma première intervention en tout cas sur la question des femmes. Remercier du coup les joueuses, c'est parce que c'est un thème où on n'est pas forcément, où on est beaucoup sollicité et qu'on nous ramène souvent à nos catégories sociales de femmes en fait, et qu'est-ce que peut-être vous avez un peu des questions sur quelles questions on va vous poser, et surtout parce que vous incarnez quand même, sur mes 12 ans modestes de carrière, ma seule médaille d'or dans le basket. Et ouais, mais celle-là, elle m'a fait plaisir en tout cas. Et c'était en tout cas pour moi, vous féliciter, parce qu'elles sont championnes d'Europe en fait en 2014 à Oudiné. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs, même si la campagne était rude. Donc je suis bien contente aussi que vous soyez là par rapport à ça. J'ai écrit un peu mon intro parce que j'avais quand même pas mal de choses à faire passer. Dire que je suis contente d'être là, même si ma petite Lily, elle est en tournoi U9 et que je peux pas la voir ce matin. J'irai voir mon fils cet après-midi. Mais en tout cas, c'était pour moi un peu le prix à payer pour échanger sur ces thèmes-là. Un samedi matin, se lever à 6h30 et en plus passer l'école plein de neige. Tu m'avais pas dit qu'il y avait de la neige au col du Tracol. Moi, je suis dans ma Drôme, dans ma vallée du Rhône bien chaude là. Et aussi parce que cette équipe 3-3, pour moi, et je suis contente qu'il y ait aussi la chargée de com', parce qu'il y a des enjeux aussi autour de cette question-là. Cette équipe 3-3, elle représente aussi des championnes, parce que vous avez beaucoup gagné. On n'en dit pas assez, beaucoup plus. Bon, on ne va pas comparer avec les garçons, mais vous avez beaucoup gagné, beaucoup de titres, et je pense qu'on n'en parle pas assez. Je travaille aussi dans le cyclisme, et avec beaucoup de championnes comme Pauline Ferrand-Prévot, qui a beaucoup gagné, dont on ne parle pas assez, donc on va en parler de ces questions-là.
Et aussi parce que cette équipe 3-3, alors je peux me tromper, c'est cool que tu sois là, je veux pas te mettre mal à l'aise. J'ai l'impression que quand je vous regarde sur les réseaux sociaux, parce que je regarde la com qui est associée, et que les stratégies de com par rapport au 3-3 est différente et met davantage en valeur les compétences et les performances des femmes. Alors, il faudrait que je fasse une étude scientifique un peu plus précise là-dessus. Mais en tout cas, j'aime bien la manière dont c'est communiqué, où on montre les femmes en train de faire de la performance. Je suis toujours un peu mal à l'aise, des fois, de voir des stratégies de communication où on montre... alors moi, je suis mal à l'aise avec les bizutages et de faire chanter les athlètes. Où on montre les filles rigoler sur les réseaux sociaux, et la communication est un moyen de rendre compte, en tout cas, des compétences des femmes et de pouvoir les mettre en valeur, en tout cas, autant que les hommes, parce qu'elles sont aussi fortes. Bon, je suis déçue que Yann soit pas là, parce que Yann, je le connais depuis longtemps, on était en STAPS ensemble, et il habite à Saint-Jean-de-Museulles, donc de l'autre côté du Rhône, à 15 minutes de chez moi, et on se croise régulièrement dans les gymnases réciproques entre Saint-Jean-de-Museulles et Mentailles. Donc je lui ai envoyé un texto avant de venir. J'aurais aimé qu'il soit là parce que c'est aussi, en effet, il y a beaucoup de sororité, il y a beaucoup de femmes, mais ce travail, en tout cas, d'accompagnement des femmes dans les postes à responsabilité se fera ensemble. Et il se fera au bénéfice des femmes comme au bénéfice des hommes. Donc voilà, je déplore qu'il soit pas là et je lui en ai parlé par texto. Donc c'est dommage. Et pour autant, moi, je suis arrivée là aussi par cooptation. Alors arrivée là, pardon, en prépa physique, parce que ma carrière, alors voilà, je suis aussi maîtresse de conférence, on en parlera à l'université de Lyon, et qu'on travaille, on construit un master en études sur le genre. Mais donc j'ai croisé ces jeunes femmes au début, en fait, ma carrière de prépa physique, et après à switcher en PM, par cooptation, par Fred Aubert, en fait. Fred Aubert, que je croise en formation prépa physique, et qui doit partir avec l'équipe nationale homme pour faire les Jeux de 2012. Moi, j'ai fait 2 heures de formation avec lui, le feeling a bien passé. Après, moi, je pars 3 ans aux États-Unis faire de la recherche en activité physique adaptée. Et en août 2011, Fred Aubert m'envoie un message, au-delà du fait que je filmais plein de vidéos aux États-Unis, que je lui ai envoyé des trucs, et il me dit « Virginie, j'ai un truc à te demander ». Je me dis bah, « C'est si urgent que… » Il me dit « Quand est-ce que tu rentres des États-Unis ? Parce que moi, je vais partir sur les garçons, et j'aimerais que tu sois la préparatrice physique de l'équipe de France Femmes. » Et là, je lui dis « Mais t'es fou ? Pourquoi moi ? Mais syndrome de l'imposteur, en fait. » Je me suis dit, mais pourquoi tu me choisis moi ? T'es à la fédération, t'as formé 200 préparateurs physiques depuis 3-4 ans. Pourquoi tu me choisis moi ? Alors il me dit, ben, je te choisis parce que t'es une femme, mais aussi parce que t'es compétente en prépa physique et que t'as des compétences en prépa mentale. Donc petit à petit, ce qui m'a mis le pied du coup à la fédération de basket, qui m'a amené à travailler en prépa physique et après de travailler avec Jérôme Fournier un certain nombre d'années. Et petit à petit, de vivre ces expériences-là, je suis aussi préparatrice mentale du groupe olympique cyclisme sur piste. Vous savez, on tourne en rond à 70 km/h là. Donc, peut-être qu'on se croisera ou pas, en tout cas, parce que un certain nombre sont qualifiés pour les Jeux. Ce qui m'amène du coup à avoir vécu le monde du basket et à avoir vécu le monde du cyclisme, ou accepter de s'entraîner 6 heures par jour et tourner en rond à 70 km/h pour gagner le SMIC. Je me suis dit là, il y a de l'autodétermination, il y a de l'engagement. Et on vient aussi embrasser une autre culture sportive qui est le cyclisme, un sport dit à domination masculine, et comment ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, parce que je travaille avec les deux, viennent à s'exprimer par rapport à ça. Donc voilà, je voulais rien oublier dans mon intro, et puis aussi dire que en fait, le miroir de mes expériences et de ce que j'avais appris à l'université et construit m'ont amené à comprendre des choses qu'il y a 10 ans, je ne comprenais pas. Et puis mêlé à tout ça, quand on commence à avoir des enfants, donc Lily a 7 ans et Tom a 10 ans, au-delà des 2 questions actuelles sont est-ce que le Père Noël, il existe ? Donc bon, là, il va falloir… je pense que Tom a compris, mais voilà, c'est… Et la deuxième question, maman, c'est comment on fait les bébés ? La question de la sexualité, quand on vient se questionner sur la question de sexe, genre et sexualité, à un moment donné, elle vient se poser pour mieux comprendre les rapports de domination qu'il peut y avoir dans la société. Ici, la question qui nous est souvent posée au niveau du laboratoire, c'est ou les questions existentielles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une imposition à la parité dans le monde du travail et dans le monde sportif, parce qu'à partir de 2024, les fédérations doivent être composées de manière paritaire entre les hommes et les femmes dans les postes, dans les comités, pardon, dans le bureau fédéral, dans les ligues. Et je crois que les ligues et les comités, c'est 2028 où c'est obligatoire. C'est la loi de 2022.
Et pourquoi pourquoi faire une loi contraignante et pourquoi finalement ce serait pas plus facile d'inclure les femmes ce qui fait que du coup c'est pas si facile d'inclure les femmes, c'est pas juste choisir des femmes et aller dire on y va, ce qui est la stratégie un peu actuelle de certaines fédérations. En effet, les jeux, on peut se gargariser qu'en termes de pratiquantes, il y a autant d'hommes et de femmes. Quid de la question des entraîneurs et des entraîneuses, on va en parler juste après. Et sur la question des dirigeants, ce qui nous amène principalement aux politiques mises en place par les fédérations, par mettre en place des clubs dirigeantes, mais derrière, quel contenu on y met aussi, et comment inclure les hommes dans ces programmes mis en place. On va en parler. Bon, juste pour vous donner quelques chiffres, c'est dur d'avoir autant c'est facile d'avoir des chiffres sur les pratiquantes, c'est dur d'avoir des chiffres sur les entraîneurs et les entraîneuses, ou on va dire les femmes entraîneurs, parce que mes étudiants, ils parlent d'entraîneurs et d'entraîneuses, la connotation sexuée de la prostituée entraîneuse pour les nouvelles générations, mes étudiants qui ont 18 ans, ils disent « Madame, ça c'est une entraîneuse ». Il y a pas... Donc nous, notre génération, on est encore sur cette représentation-là, mais ça va bouger. Mais en tout cas, vous allez voir que je vais un peu utiliser entraîneur, parce que j'ai du mal à utiliser entraîneur qui est un peu... ou femme entraîneur. On a un peu des chiffres, mais qui datent un peu de 2018. On ne va pas y rester longtemps. On sait qu'il y a très peu de femmes dans le monde de l'entraînement et d'encadrement. Et du coup, ma diapo, elle n'est pas très belle. Je vais changer de côté, parce que ça va me permettre de les voir. Sur les entraîneuses, il y a assez peu de chiffres, en fait. Si on va questionner les fédérations et le ministère Jeunesse et Sport de où sont les femmes, on n'a pas de chiffres. On n'arrive pas à collecter de la donnée, et c'est tout le projet d'un travail doctoral, de pouvoir avancer en fait sur qui sont ces entraîneuses-là. Et on a une source ici de UK Coaching, parce que ça fait 10 ans que les Anglais se sont posé la question, peut-être parce qu'ils ont eu les JO en 2012, peut-être. Mais si on s'intéresse à la représentation des entraîneuses et des entraîneurs, on est encore autour de 10% de femmes entraîneurs dans les instances. On est dans le niveau élite en fait. On sait qu'il y en a un peu plus dès qu'il faut entraîner au mini-basket et dès qu'il faut apporter des soins avec des enfants et hors compétitif, on sait qu'on a un peu plus de femmes. Et là, on a plein de championnes. Et quel est leur point commun d'après vous? Il y a plein d'entraîneuses. Quel est leur point commun? De grandes internationales. Vous me dites si je me trompe. Bon, là, je les connais un peu moins, donc je sais que c'est des grandes internationales. Mais si on va regarder du côté de la Ligue féminine, Corinne Benitendi, il me semble qu'elle a joué en équipe de France. Valérie Garnier, Julie Barène, Marina Malkovic. Peut-être Lauriane Dolt, qui n'a pas joué au niveau international. Et peut-être Cathy Melin, qui a joué au niveau international. Et puis j'ai oublié Élise Prodhomme, en plus, qu'on devrait ajouter. Mais ce qui les caractérise, ces entraîneuses, c'est d'avoir été des très fortes joueuses au niveau international, dit autrement, qui ont acquis en fait leur légitimité de compétences techniques par leur pratique de très haut niveau, qui leur permet, en tout cas, d'avoir ces postes à responsabilité. Si on regarde dans la Ligue féminine, je crois que je les ai toutes listées là. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Vous avez une remarque aussi? Il y a Aurélie Bonan, mais j'ai pu en oublier, c'est pas exhaustif et c'est intéressant de partager par rapport à ça. J'ai rajouté Corinne Diacre. Voilà. Après, on vient questionner où sont les entraîneuses qui entraînent au niveau élite, qui n'ont pas joué au niveau international. Où sont-elles? Pourquoi elles ne sont pas là, en fait? Aussi, les études viennent montrer que ces très fortes entraîneuses ont acquis, de par leur pratique, un réseau masculin fédéral qui aussi font que ceux qui dirigent, principalement des hommes, sont à l'aise et plus à même de les laisser prendre des responsabilités. Donc la question, c'est pas de stigmatiser, et tant mieux, moi je suis très fière et j'aurais aimé encore que Valérie Garnier entraîne une équipe d'hommes en National 1. Ça renvoie aussi à pouvoir embrasser les stéréotypes. Bon, elle a choisi de faire Fenerbahçe pour jouer l'Euroleague, mais ça vient aussi questionner tout ça. Et peut-être Marina Malkovic qui n'a pas été une internationale. Mais vous me dites si je me trompe, mais j'ai pas souvenir qu'elle ait joué Par contre, c'est la fille de Bozidar Malkovic. Sa socialisation primaire a fait que tout de suite, elle savait qu'elle allait aller dans l'entraînement du haut niveau. Après, on vient questionner d'autres choses. On parlait de sexualité, d'hétérosexualité, d'homosexualité, d'avoir des enfants, sauf erreur de ma part. Peut-être Julie, mais ces entraîneuses n'ont pas d'enfants. Vous me dites si je me trompe? Et Lauriane Dolt, en effet, a eu un bébé. On a pu beaucoup parler de cette question de la maternité aussi, par rapport à ça, et la question de la famille.
Pourquoi la famille? Les études, elles montrent dans le monde du travail que plus un homme a des enfants, plus il a de chance en tout cas, ou inversement, les hommes à responsabilité en famille ont facilement 4-5 enfants. Les femmes à responsabilité, la famille et le fait d'avoir des enfants est un vrai frein, en tout cas, à accéder au poste à responsabilité. Mais cette question de la parentalité, hein, je sais que vous avez un entraîneur, Yann, qui a 2 enfants aussi. On pourrait aussi se poser la question, qui a 2 garçons, on pourrait aussi se poser la question comment on pourrait faire en sorte que, en effet, le métier d'entraîneur comme de joueur et joueuse est dur parce qu'on est éloigné de la famille, mais quel dispositif en club on pourrait mettre en place ou dans les équipes nationales pour pouvoir inclure la famille? On l'a fait comment? On l'a fait à travers la maternité, en fait, où il y a Anna Philippe ou les joueuses de football de l'équipe de France qui ont dit « Moi, je veux venir en équipe de France, je veux qu'il y ait mon enfant avec moi. » On pourrait se poser la question, pourquoi les équipes hommes ne souhaitent pas cette parentalité et se vendent pas et ne souhaitent pas avoir leur enfant sur site pendant les lieux de stage? J'ouvre des portes, je questionne, j'essaie de pas trop juger, mais voilà, arriver à se questionner par rapport à ça pour pouvoir essayer de mieux comprendre l'écosystème et surtout le fait qu'elles soient pas que les exceptions en fait, et d'en avoir davantage qui viennent en tout cas prendre des postes à responsabilité. Bon, je vais pas vous faire un cours d'histoire du sport parce que je suis pas historienne du tout, mais je travaille beaucoup avec des historiens et des historiennes. Voilà, on sait que les femmes, dans l'histoire, accéder à la pratique sportive a été un combat permanent, incarné par Karine Switzer qui va faire un marathon, qui s'inscrit sous un nom d'un homme et qui vient, une fois que la compétition a commencé, se faire écarter du marathon. Serena Williams, où on vient lui reprocher sa tenue vestimentaire post-maternité, où on vient lui dire, le vêtement aussi est un moyen de contrôler le corps des femmes. Megan Rapinoe, au-delà de la question de la lutte contre l'homophobie, mais aussi de l'école play, de faire en sorte que ces Américaines qui ont un palmarès hors du commun, en tout cas, bien supérieur à leur homologue masculin, et au moins les mêmes indemnités fédérales, on ne vient pas parler des sponsors, mais en tout cas qui aient les mêmes indemnités que les hommes. Et puis il y a d'autres combats, il y a Melissa Plaza qui va vous partager dans son livre les propos sexistes et racistes d'un certain entraîneur qui entraîne encore, et comment cautionner en fait ces mots qui ont été dits, qui sont partagés et que tout le monde sait. Et puis Bill May et Christina Lernhood qui viennent aussi de cette année-là, qui auront la possibilité de pratiquer la natation synchro en mixité sur nos jeux. On va pas rester longtemps sur ce qui fait mal, mais on est dans un contexte malgré tout, l'histoire des femmes dans la pratique sportive où le corps des femmes a été contrôlé. Je vous partagerai les diapos avec plaisir. Hein. Le corps des femmes a été contrôlé par les hommes et en particulier par les médecins. Où il fallait pas que les femmes fassent du sport parce qu'elles pouvaient pas avoir d'enfants, ça allait impacter nos organes génitaux et on pourrait pas procréer et du coup on a beaucoup été limité et on avait le droit juste de faire des pratiques plutôt esthétiques, pas impactantes, etc., etc. Je vais pas vous faire. Donc on nous a longtemps accepté performantes tout en restant féminines. La question de la pression à la féminité, à la masculinité, mais par rapport aux fédérations, on pourrait parler pendant 4 heures des stratégies de com des fédérations de foot ou d'autres sur la mise en avant des femmes. Et en tout cas, ce qui est important, c'est de se rendre compte que des chiffres peut-être qui datent un peu, qu'il y a 11 femmes présidentes de fédération sur 115, 9 sur 67 dans les DTN, 41 sur 341 sur l'entraînement, et 235 femmes sur 1204 techniques régionales. On avance, on va pas durer longtemps, mais il faut quand même aborder la question des violences sexistes et sexuelles. Bon, en plus, la dernière Coupe du Monde femmes gagnée par ces championnes espagnoles a été trouver le bon mot finalement. Je ne sais pas s'il y a un bon mot, mais en tout cas, où un homme a réussi à se mettre au centre de l'attention et à réaliser une agression sexuelle. Reste à savoir aussi comment notre juridiction pénale en France et en Espagne est différente, et comment aussi pénalement en France il y a un besoin d'avancer sur ces questions-là. Parce que sur les VSS, en fait, même sur les violences dans le sport, sur les plaintes qu'il y a eu, il y en a quand même 85% qui arrivent à des non-lieux, en fait. Donc, comment aussi la justice peut avancer autour de ces thématiques-là. Mais je retiens, et on va rester, je vais pas revenir sur ces films et ces événements, en tout cas, moi, j'ai tout lu et tout vu, et ça fait mal. Sur le dernier événement, qui s'est engagé et a soutenu, en tout cas, les joueuses espagnoles? L'équipe nationale espagnole, la fédération espagnole, quid de la FFF, quid de l'équipe nationale homme de foot, de l'équipe nationale
femmes de foot. Et j'en passe d'autres. Et peut-être, s'il y a eu quelques tweets individuels de certaines joueuses, mais je viens pas stigmatiser les joueuses ou les joueurs, mais comment finalement on est aussi passé à côté d'un événement où on aurait pu quand même soutenir ces joueuses espagnoles qui, en plus, au-delà en fait de l'agression sexuelle du baiser de, j'ai oublié son nom et je veux pas m'en rappeler, de Rubiales, il y a eu aussi tout un combat des joueuses espagnoles qui étaient contre les conditions, en tout cas d'entraînement, et dont elles étaient victimes. On va avancer par rapport à ça. Les sportives. Alors moi, je veux pas stigmatiser les sportives, mais et c'est pas l'enjeu. Et à certains endroits, c'est peut-être pouvoir se questionner sur. Bon, il y a une étude qui a été faite par Menson où la question c'était pourquoi les joueuses sont pas féministes. Pourquoi les sportives ne sont pas féministes. Alors déjà, le mot est un peu galvaudé et on a du mal à s'identifier ce que c'est le féminisme. Donc, il y a plein de définitions, il y a plein de courants. On va pas rendre la chose plus complexe qu'elle n'est. Mais si on prend la définition que c'est un ensemble d'idées et de mouvements orientés vers un but commun pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie pour une société plus juste et plus heureuse, voilà. Comment aussi, moi je reste persuadée que demain, il y a un enjeu de former nos championnes, nos marraines, nos ambassadrices à ces questions-là, parce qu'elles peuvent faire passer des messages. Et pour ça, il faudrait aussi qu'on leur donne les outils, parce que Menson, elle nous dit que déjà, elles sont dans un système opprimé, elles ont déjà vécu plein de freins individuellement et collectivement pour exister, pour savoir là où elles sont, et que peut-être pour elles, c'est dur de voir ce qu'elles ont vécu, parce qu'elles subissent du sexisme, j'en ai malheureusement aucun doute, parce que pour travailler dans des collectifs, j'en vois de manière régulière. Et aussi parce que, bon, Menson, elle vient nous dire que peut-être que familialement, elles sont pas influencées par du militantisme. En effet, quand on a des parents militants, on a plus de chances de déconstruire des choses et d'être militantes. Et d'arriver, du coup, elles sont aussi minoritaires dans les organisations sportives. Elles essayent là aussi, d'ailleurs, cette singularité dont j'ai oublié de parler, mais ces joueuses-là qui sont là, elles payent le prix aussi de mettre de côté à un moment donné leur carrière 5-5, je sais pas, pour un autre projet, je sais pas si c'est un prix à payer, l'histoire, le futur nous le dira, pour s'engager vers un projet en lien avec les Jeux, et ça c'est en tout cas louable par rapport à elles, par rapport à ça. Mais du coup, aussi si elles s'expriment, eh ben il y a un prix à payer. Et les joueuses espagnoles, là, les LAS 15, là, qui sont combattues pendant 2 ans avant la Coupe du Monde actuelle, le prix à payer qu'elles ont eu, c'est qu'elles n'ont pas été sélectionnées pendant 2 ans par leur coach. Donc c'est pas facile pour elles de s'exprimer. Et que si je dois être prise par un club, eh ben on va me faire comprendre que peut-être que tu t'exprimes trop, peut-être que tu es trop militante. Donc voilà. Par contre, il faut quand même comprendre que le contexte actuel fait que nos champions, et on va pas oublier les hommes, et nos championnes qui pourraient s'investir sur ce sujet-là ne le font pas forcément. Mais comme ne le font pas les entraîneuses, malheureusement, parce que dès qu'on vient questionner, elles sont déjà pas nombreuses, et en plus on vient les embêter et leur ramener à leur condition d'être une femme dans un milieu de domination masculine. Mais voilà, Sonia Bonpastor, Valérie Garnier, Corinne Diacre, voilà, je ne suis pas trop féministe, je m'attarde pas trop sur ces questions-là. Voilà, la question c'est peut-être pouvoir les accompagner et leur donner des éléments de langage, parce qu'à un moment donné, elles ont eu les conditions favorables où en effet, le fait d'être des internationales et d'avoir ce réseau masculin et de s'être formées et d'être compétentes, mais à niveau de compétences égales, je pense que leur histoire, et ça à vérifier, mais que leur histoire d'international leur a permis d'accéder aux postes à responsabilité. Parce que les dirigeants ont été plus à l'aise par rapport à ça. Donc voilà, arriver à se questionner vraiment sur cette question du féminisme, d'avoir une définition plutôt claire et de pouvoir avancer. Alors, on ne va pas lire trop longtemps ce schéma un peu barbare, mais en fait, les Canadiens et les Anglais, depuis 15 ans, réalisent des questions autour de cette question de comment finalement inclure les femmes dans les postes à responsabilité et au contraire, ne pas tenir les femmes responsables de la rareté des entraîneuses et non seulement extrêmement simplistes, mais aussi myopes et comprendre tout cet écosystème qui font que je peux être compétente et avoir confiance en moi, mais si j'ai pas les conditions favorables pour accéder au poste à responsabilité, eh ben ça va être compliqué. Donc on va aller doucement dans ces différents types de barrières, et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les femmes, elles y vont doucement. Elles ont du mal à accéder au poste à responsabilité. Juste pour vous donner quelques chiffres, on a fait une étude avec la Fédé d'aviron et la Fédé de boxe. À niveau de diplôme égal, malheureusement, c'est comme dans le monde du travail, les femmes sont moins bien payées que les hommes.
Elles ont aussi moins connaissance des primes qui peuvent exister. Alors en plus, au-delà de leur socialisation de genre où elles n'osent pas négocier, eh ben, elles vont pas oser négocier des primes pour en tout cas, j'ai envie de dire, arrondir les fins de mois, parce qu'on sait que le métier d'entraîneur, et je reste persuadée à certains égards, pas assez suffisamment payé parce que très contraignant, mais il y a double effet qui se coule pour les femmes qui sont encore moins bien rémunérées. Si on avance sur les barrières de ce que nous dit la littérature, quoi qu'il en soit, d'être une femme dans un milieu d'hommes, moi j'ai régulièrement été dans des staffs où il y avait que des mecs, et ben c'est pas pareil quand il y a de la parité, quand il y a de la mixité, quand on est avec des femmes. Il y a plus de diversité en fait. C'est quoi l'enjeu en fait? C'est d'inclure de la diversité, et on aurait pu questionner d'ailleurs sur les femmes qu'on a vues en Ligue féminine, c'est que des femmes blanches. On aurait pu questionner le manque aussi peut-être de diversité selon l'origine ethnique. Être en minorité dans un lieu de travail, être socialisé qui font qu'on a peut-être une moindre estime de nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, les travaux nous montrent qu'elles n'osent pas postuler si elles n'ont pas toutes les validations requises, alors que les hommes, ils vont y aller, ils vont postuler sur le poste, même s'ils cochent pas toutes les cases. Le temps global requis pour le travail, la mise à l'épreuve de la vie personnelle, on va pas se mentir, les tâches domestiques et l'apport du soin aux enfants, et encore majoritairement, et peut-être trop majoritairement, réalisées par les femmes dans les couples hétérosexuels. Donc comment les clubs et les structures ne vont pas arriver petit à petit à considérer, si on va inclure des femmes qui ont une vie de famille, arriver à considérer cette question-là aussi. Et de ne pas aller leur reprocher que l'entraînement il finit peut-être à 19h, parce que c'est le temps aussi qu'elles peuvent partager. Mais il me semble que dans le haut niveau, s'entraîner de 15 à 17 ou un peu plus tôt, c'est aussi possible. Avoir aussi, c'est un métier qui fait pas envie, entraîneuse, parce que c'est sous-payé, les conditions de travail sont difficiles, il faut entraîner le week-end, il faut partir faire garder les enfants, bref, c'est un métier contraignant. Et après, tous les freins qui sont liés au stress, à l'épuisement émotionnel, on est socialisé de façon un peu à toujours vouloir bien faire, et du coup on est quand même plus emprunt à ce perfectionnisme qui va à chaque fois nous amener à retravailler, peut-être trop travailler, et à nous cramer dans notre travail. Voilà aussi pour certaines cacher en fait des aspects de leur identité, leur orientation sexuelle, toutes ces questions-là qui peuvent être des freins à l'accomplissement des femmes. On vient questionner de nos jours un concept qu'on appelle les identités intersectionnelles. C'est-à-dire que là, moi, je suis une femme, alors jeune, je sais pas, en tout cas j'ai 43 ans, blanche, qui fait que les catégories sociales, l'intersectionnalité vient nous donner un autre regard que différentes catégories peuvent avoir un effet encore plus délétère. Comment vous dire, la question de l'âge, d'être une entraîneuse d'un certain âge, j'aurais peut-être moins de chance encore d'être embauchée. La question de la couleur de la peau, la question de l'orientation sexuelle. Donc c'est pas aussi simple aussi, mais voilà, cette question de l'intersectionnalité revient à questionner l'identité de l'individu et comment des catégories peuvent rendre encore plus difficile l'accession à des postes à responsabilité. Au niveau individuel, on sait, les leviers, on les connaît, ça fait 15 ans qu'il y a des études là-dessus, évidemment, du coup, c'est une vraie opportunité pour ces anciennes internationales, mais peut-être pour d'autres qui aiment le sport et qui ne sont pas des internationales, de continuer à s'accomplir dans le sport. Faire en sorte que les mères entraîneurs aient des conditions pour pouvoir vivre leur vie de famille. Mais pour moi, à mon avis, c'est aussi intéressant pour les hommes, en fait. Le transfert, alors là voilà, c'est vrai qu'on est socialisé à apporter du soin, à être plus attentif aux personnes. Donc finalement, cette socialisation genrée nous amène peut-être à construire des relations, peut-être dans la patience, dans la positivité, dans la co-construction, qui peuvent être intéressantes. Avoir des femmes aussi, en tout cas, généralement, qui à la fois, comment dire, souvent les femmes qui veulent aller dans l'entraînement ont souvent une formation universitaire, ont des expériences de compétition élite, et aussi sont capables du coup de gérer leur temps, trouver un équilibre pour pouvoir rentrer dans le métier d'entraîneur, continuer à se former et évoluer dans les responsabilités. Donc voilà, vous avez bien compris qu'être enfant célibataire, c'est plus facile. Et la réussite de l'équipe, c'est sûr que dès qu'on gagne, et qu'on est une femme, peut-être, en tout cas, ça permet de, on va dire, légitimer et de renforcer et de maintenir les femmes dans les postes à responsabilité. On a vu le niveau personnel et après maintenant on va voir le niveau interpersonnel, dans la relation en fait. Je peux avoir confiance en moi, on peut dire qu'au niveau individuel j'ai confiance en moi, mais si finalement dans les relations de travail et dans l'ambiance de travail c'est difficile, je ne vais pas accéder au poste à responsabilité. Ce qui du coup
Quoi qu'il en soit, bon, alors moi j'ai aussi un peu un profil atypique parce que c'est mon conjoint qui est papa au foyer du coup, et c'est moi qui travaille entre guillemets. Et souvent la famille vient me dire, bah quand même Virginie, tu pars souvent, tes enfants. Bah ouais, mais est-ce que vous serez posé juste la même question si c'était l'inverse en fait? Non. Et souvent en plus ces mots arrivent de mes parents, donc voilà, on essaie d'éduquer autant faire se peut et de sensibiliser. Mais en effet, le manque de soutien de la famille dans ces postes à responsabilité quand on est une femme est un frein à l'investissement. L'isolement aussi, quand on est une femme, les études, elles montrent que, voilà, quand on est une femme avec 15 entraîneurs dans les formations, elles se sentent isolées. Isolées des discours, isolées des réseaux, isolées des contenus. Et c'est mis en place, en tout cas, c'est difficile de mettre en place ce qu'on appelle une sorte de sororité. On travaille aussi avec la Fédé d'Aviron sur la mise en place des comités de pratique des femmes entraîneurs, où elles se retrouvent à 10 et qu'elles viennent partager leurs difficultés et leurs facilités par ailleurs, mais il y en a certaines qui viennent nous exprimer que elles ont du mal des fois à poser des questions dans leur club parce qu'elles ont peur d'être jugées en fait par leurs homologues masculins et que ces comités de pratique, le fait qu'elles aient échangé entre elles, a pu leur apporter, renforcer leur sentiment de confiance. Donc il y a des dispositifs à mettre en place. La qualité des interactions interpersonnelles, il y a les athlètes, il y a les autres entraîneurs, mais il y a aussi les dirigeants. Donc on est aussi face à des personnes qui nous dirigent et d'avoir aussi une représentation par rapport à ça. La question de l'autorité, voilà, accepter en tant que femme d'avoir de l'autorité, qu'elle soit acceptée par d'autres. Moi je pense qu'il n'y a pas une année où je me prends pas la tête avec un étudiant qui accepte pas mon autorité parce que je suis une femme. Je lui dis, j'aurais été un homme là, tu aurais réagi de la même manière. Et là tout de suite, souvent, il reste quoi? Ça renvoie à cette notion en fait de la difficulté aussi qu'ont les femmes entraîneurs à pouvoir, dans ce domaine masculin où on attend de l'autorité, mais si elles sont trop autoritaires, on va dire, bah tiens, elles sont pas féminines, elles sont masculines, et elles sont toujours dans un paradoxe, un tunnel sans fin, où il y aura jamais de fin, parce qu'en fait, l'avoir de l'autorité, ça renvoie à des attributs masculins, et à la fois je suis une femme, et si je suis pas féminine, on vient me le reprocher, et c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, les expositions en propos sexistes, homophobes, les interactions négatives avec des fois le manque de respect aussi qu'on peut avoir d'autres athlètes parce que je suis une femme. Alors tout ça, évidemment, des fois, ça peut être difficile à évaluer. Et le labyrinthe, du coup, dans lequel les femmes entraîneurs se retrouvent. Du coup, les leviers d'action qui peuvent être intéressants, c'est créer un sentiment d'appartenance, une sorte de sororité aussi, mais un soutien des collègues. Parce que moi, ceux qui m'ont permis d'accéder à certaines missions, c'est quand même principalement des hommes. Je pense à mon collègue anglais qui m'a permis d'aller faire un postdoc aux États-Unis, c'est des hommes. Et derrière, comment en fait on peut arriver à mettre un soutien des collègues de fait que les entraîneurs se retrouvent. Alors créer un réseau d'informels, de clubs de filles, c'est ça les comités de pratique en fait. C'est-à-dire que les hommes, quoi qu'il en soit, sur les stages de recyclage, ils vont se retrouver entre eux, ils vont discuter en fait. Mais comment on peut faire, et souvent dans ces stages-là, voilà, il y a 60 hommes, il y a 2 femmes, et comment on peut arriver à se mettre en lien et à créer cette espèce de comité de pratique. Si on veut que les gens y perdurent, il faut mettre en place aussi de l'interrelation et du mentorat. Que les entraîneurs aussi, ils soient observés et qu'on échange sur nos pratiques. Ça permet aussi de progresser. Parce que souvent, on se rend compte que les femmes, elles rentrent dans le monde de l'entraînement, ce qui était le cas de l'Aviron. Mais après, avec l'arrivée des enfants et le manque d'évolution de carrière avec des salaires tout pourris, et ben voilà, on peut se poser la question qu'après, elles se réorientent vers d'autres métiers. Peut-être la préférence à un certain moment des athlètes femmes à avoir un modèle féminin, ça peut être cette question-là. Le soutien de la famille, du conjoint et du conjointe, et le soutien de la famille par rapport à ça. Maintenant, on vient questionner la question de l'organisation. Individuelle, relations interpersonnelles, dans l'organisation, dans la fédération, dans le comité. Qu'est-ce qu'il en est? On est dans un espace sportif, malgré tout, on va pas se mentir, dominé par les hommes. Bon, moi, je travaille dans le monde du cyclisme, il y a un nouveau corps de métier que je découvre. Il y a kiné, certes, mais il y a le mécanicien. C'est souvent des mécaniciens. J'ai jamais vu une mécanicienne, en tout cas. Et voilà, arriver aussi avec un monde où il y a beaucoup d'hommes, arriver à s'affranchir de ça. Et les femmes, en fait, elles ont le sentiment, à certains moments, d'être des intruses. Le manque de formation et de développement formel aussi, autour de cette question-là des stéréotypes de genre, mais des entraîneurs et des encadrants par rapport à ça. Avec la Fédération d'Aviron, on a fait une étude aussi avec les arbitres. Il y avait une question sur est-ce que vous avez déjà vu ou vécu, donc c'est à la fois pour les arbitres hommes et femmes, vu ou vécu tel comportement sexiste
Donc on avait listé une dizaine de comportements. Aussi pour que les hommes répondent, parce qu'il y a une sorte de... C'est-à-dire que quand les hommes ne répondent pas à des propos sexistes qui touchent une femme, c'est ce qu'on appelle une sorte de complicité masculine, en fait. Alors après, c'est pas facile, hein. Pour les hommes, peut-être des fois aussi de réagir. Il y a peut-être d'autres freins, je les excuse pas pour autant. Mais du coup, quand on avait questionné ça, les hommes avaient perçu en effet des 30% en tout cas de comportements sexistes, les femmes 45%. Et la deuxième question, c'est quand vous avez vu ça, qu'est-ce que vous avez fait ? Et du coup, principalement, donc ils et elles sont arbitres. Et ces faits qui ont été observés ont été soit rapportés à un autre collègue arbitre, soit rapportés au juge arbitre, là, au président du jury, là, je sais pas comment ça s'appelle dans l'aviron. Mais jamais, en fait, finalement, c'est resté dans l'écosystème. Jamais c'est remonté au niveau de la fédération. C'est-à-dire qu'on est capable d'observer 30% de comportements sexistes et ça reste comme ça. Il n'y a pas de cellule de signalement, il n'y a pas de process. Du coup, là, la Fédé d'Aviron a créé un process pour que quand on observe ou qu'on vit des comportements sexistes et d'autres types de comportements, et bien que les informations, elles remontent comme d'autres types de violences par ailleurs. Le manque d'opportunités, le manque de temps libre, le manque d'opportunités, évidemment, les barrières et les freins sont un peu les mêmes. Le manque d'incitation. Des fois, quand elles sont à poste à responsabilité, est-ce qu'elles ont la main libre ? Je me pose la question et j'ai pas la réponse, mais je vais essayer de pas les nommer, mais je vais les nommer. Est-ce qu'ils ont les mêmes postes à responsabilité ? Est-ce que Céline Demirc et Boris Dio ont la même liberté de décider, en fait ? C'est-à-dire, est-ce qu'on laisse la même possibilité quand on met des femmes à avoir une influence sur la prise de décision ? Et j'ai pas la réponse. Est-ce que Pierre Vincent et Valérie Garnier avaient le même pouvoir décisionnel avec ses dirigeants ? Je sais pas, je pose la question. Donc c'est-à-dire que des fois on peut les mettre à responsabilité, mais on leur met ce qu'on appelle pas un plafond de verre, mais une paroi en fait. Ok, t'es en haut, mais tu vas pas trop bouger quoi. Tu vas pas trop décider. Peu de reconnaissance symbolique aussi. C'est vrai que alors déjà les athlètes femmes, pour moi, à mon goût, qu'elles sont extra performantes, on n'en parle pas encore assez. Et moi c'est criant en tout cas par rapport à cette équipe 3-3. Et aussi dans le cyclisme, je pense toujours à Pauline Ferrand-Prévot, qui a été et aussi les filles dans la piste là, qui pour la première fois ont gagné plusieurs fois des médailles au championnat du monde. On en parle moins, et quand les femmes gagnent, on en parle moins. Alors vous allez me dire, ouais, ça rapporte moins, etc. Bon, on pourra échanger plus tard à cette question de l'argent. Sous-évaluer systématiquement les compétences des femmes, l'exclusion des postes à élite, etc. Des méthodes d'embauche discriminatoires. Bon, allez, on va parler un peu de l'écriture inclusive, même si malheureusement, notre président s'est engagé vers la non-écriture inclusive, mais les études en sciences cognitives montrent qu'un poste qui est écrit en écriture inclusive et en masculin neutre, est-ce que le masculin est neutre ? On pourrait changer. Les femmes candidatent 10 fois plus dans les postes où il y a écrit une écriture inclusive. Parce qu'elles arrivent à se projeter. Donc l'étude, c'est quoi ? Un poste de mécanicien ou mécanicienne. Les femmes ont postulé 10 fois plus. Donc voilà. Qu'on soit pour ou contre, pour moi, c'est pas de débattre sur l'écriture inclusive, mais c'est un outil parmi tant d'autres pour rendre possible qu'en effet, on peut être mécanicienne. Et après, sur les méthodes d'embauche, on peut voir aussi la composition des jurys. On peut très bien dire, en effet, ce poste, il est ouvert aux hommes et aux femmes. Et en face de nous, on se retrouve avec 10 hommes, en fait, qui viennent nous questionner et nous challenger par rapport à ça. Au niveau de l'organisation et des stratégies de recrutement, donc il y a des choses à mettre en place. Mettre en place un climat favorable aux engagements familiaux, mettre en place des politiques favorables à la famille, inciter activement les femmes à entraîner à valoriser leurs compétences, de la reconnaissance proactive, mettre en place la prise de décision participative, offrir du mentorat, etc., etc. Et je finirai là-dessus, sur le dilemme, en effet, qu'ont les femmes dans un monde de domination masculine, où les femmes entraîneurs font face à des situations très complexes pour s'épanouir, où finalement elles sont perçues comme trop douces ou trop dures, mais jamais justes, trop masculines ou trop féminines, mais ça va jamais en fait, c'est ce qu'elles nous partagent en tout cas dans les études. Elles doivent prouver qu'elles sont capables de manager et d'influencer, c'est-à-dire qu'elles doivent toujours montrer plus, qu'elles sont plus compétentes, produire plus pour avoir les postes à responsabilité, et lorsqu'elles sont compétentes, elles sont rarement appréciées en fait. On les apprécie si elles nous menacent pas dans les postes à responsabilité, mais du coup qu'elles sont compétentes, elles sont rarement en tout cas appréciées, félicitées, on parlait de communication tout à l'heure, rendues visibles et apprécier leur performance. Voilà, j'espère que ça a éclairé vos grilles de lecture. Il y a des leviers d'action, en tout cas pour pouvoir inciter davantage
les femmes, mais j'aimerais qu'on sorte de cette représentation il n'y en a pas des femmes parce qu'elles sont pas candidates. Il n'y en a pas des femmes parce qu'elles manquent de compétences, elles manquent de confiance. Elles ne sont pas intéressées par prendre les postes de direction. Et il y a une étude qui vient de sortir d'Annabelle Capré sur justement, elles candidates, mais derrière, elles n'ont pas le réseau en fait pour pouvoir accéder au poste et pouvoir être élues. Et aussi, il y a aussi l'autre aspect, c'est vous connaissez la reine des abeilles qui va tuer les autres abeilles pour être la reine. Et certaines femmes qui ont des responsabilités, qui ont dépassé beaucoup de barrières, en fait, ont du mal à mettre en place une sorte de sororité et d'aider les autres femmes à prendre des postes à responsabilité. Ça vous parle quand je dis ça? Donc aussi, elles sont rares à avoir ces postes-là, mais quand elles les ont, c'est un peu le syndrome de l'abeille tueuse. Je ne vais pas forcément aller aider les autres à prendre ma place aussi parce que j'apprécie d'être l'exception. Et du coup, ça reste un frein par rapport à ça. Donc, c'est pas la faute des femmes si elles sont pas au poste. Il n'y a pas que on arrête les stratégies d'empowerment, là, de développer la confiance en soi. Parce que même si j'ai confiance en moi, si les conditions interpersonnelles, les relations et l'organisation, elle met pas des règles de fonctionnement, de non-acceptation des remarques sexistes et j'en passe, et ben derrière, on pourra pas avancer ensemble. Donc, je sais qu'il y a une idée de mettre en place des clubs de dirigeantes, mais par contre, il faut qu'il y ait de la mixité aussi peut-être à certains endroits. Et il faut peut-être aussi proposer des choses au niveau de l'organisation pour faire en sorte que on arrive à travailler dans un climat bienveillant. Moi, à l'université, dans tous les espaces où je suis, dans les stages, je pense qu'il n'y a pas un stage où j'ai pas entendu une remarque sexiste. Alors que maintenant, je suis cataloguée féministe. D'ailleurs, les coureuses, elles arrivent, elles disent aux entraîneurs, attention, il y a la féministe qui arrive. Mais tant mieux, ça me fait, je l'assume, en tout cas pleinement. Mais voilà, d'arriver de pouvoir toucher l'écosystème, en fait. Donc voilà, merci pour votre attention et je pourrais parler trop longtemps encore, donc j'aimerais peut-être vous écouter par ailleurs, donc merci. Merci Virginie, c'était dense. Alors, nos joueuses vont devoir partir dans quelques minutes pour rejoindre le groupe pour l'entraînement. Est-ce que vous reste quelques 15 minutes? Oh, bah, c'est le bonheur, merci. Est-ce que vous voulez réagir là tout de suite à l'intervention de Virginie? Oui, alors c'est des sujets qui sont toujours un peu épineux, qui sont vrais, qui existent en fait. Et c'est vrai que moi je m'interroge beaucoup sur le fait, des fois je dis j'ai de la chance de ne pas avoir eu de comportement sexiste, moi, vécu. Mais en fait je sais pas si j'ai fermé les yeux, si je me rends même pas compte que c'est sexiste, ou si vraiment j'ai eu de la chance, mais je ne pense pas être une exception, qui ait échappé à ce genre de comportement. Donc je suis totalement d'accord avec ce que Virginie dit aussi, c'est qu'il faut qu'on se batte pour ça. Mais c'est vrai que on a beau se battre, si les gens autour, si l'environnement ne change pas, c'est mettre des coups d'épée dans l'eau en fait. Et c'est vrai que moi je dis toujours, par exemple à notre échelle sur les équipes de France 3-3, c'est vrai qu'avec les filles, on s'est battu pour avoir une reconnaissance, que ce soit financière ou matérielle ou dans nos conditions, un peu au même titre que le basket 5-5. Et aujourd'hui, nous, on est fiers de pouvoir dire qu'on a les mêmes primes que nos homologues masculins parce qu'on l'a construit ensemble. Mais c'est vrai que quand on discute avec la fédération sur savoir qu'est-ce qui rapporte de l'argent en fait à la fédération, ils vont nous répondre que c'est l'équipe de France masculine. Donc c'est les garçons qui font vivre toutes les équipes de France, que ce soit 5-5 et 3-3. Je ne parle pas en termes de reconnaissance, de palmarès ou de titre, je parle juste de l'aspect financier. Et je pense du coup que nous, on a beau se battre en tant que joueur, en tant que fédération peut-être, c'est aussi les investisseurs. En fait, c'est le problème de chacun, c'est-à-dire le jeune garçon qu'on va éduquer, la jeune fille qu'on va éduquer quand on est petit, c'est de là que ça commence en fait, parce que ces gens-là vont devenir des personnes. Et ça se trouve, si un enfant avait été sensibilisé à l'égalité, à l'équité, il serait peut-être plus à même, il se poserait même peut-être plus ce genre de questions d'ailleurs. Et je pense qu'on a encore beaucoup de boulot, qu'il y a du mieux, mais voilà, il faut qu'on continue. Et je pense que c'est vraiment de la responsabilité de chacun et pas simplement des femmes en fait. Il faut que les hommes se sentent aussi concernés. Et c'est vrai que tu soulèves des questions qui sont super intéressantes.
pourquoi, par exemple, dans les clubs, on pourrait aménager l'emploi du temps d'une entraîneur féminine. Alors moi, je n'arrive pas avec l'entraîneuse. Pour moi, c'est connoté, ouais, c'est entraîneur pour moi. Entraîneuse, c'est autre chose. Et du coup, aménager leur vie pour qu'elles puissent passer du temps avec leur enfant. Mais en fait, je me dis, mais c'est choquant en fait de dire que pourquoi les hommes n'ont pas cette même... ça ne veut pas dire qu'ils aiment moins leur enfant, je suppose. C'est juste que peut-être que pour eux aussi, c'est ancré que ça appartient peut-être à leur conjointe de gérer tout ça. Ou alors ils sont peut-être pas aussi sensibles à l'éducation et du coup c'est un autre problème encore. C'est aussi dépasser la norme de genre, la pression à la masculinité, de ne pas apporter des soins en fait. Donc, mais en effet, c'est un vrai frein pour eux, d'épanouissement. Moi, j'en suis persuadée, mais est-ce qu'ils le voient aussi? C'est ça, est-ce qu'ils en sont conscients au même titre que moi? Est-ce que je vois les remarques sexistes ou pas? Parce que pour moi, on est des basketteuses en fait. Basketteurs, on fait du basket. Je vois pas... quand on me regarde, en fait, je me dis pas que les gens ils voient une femme... Ils voient une femme, mais que je fais du basket et j'espère que c'est ça qu'ils perçoivent en premier. Mais en fait, pour moi, c'est normal, mais c'est peut-être pas la normalité de tout le monde en fait. Donc c'est très intéressant d'avoir ce genre de conférence et on voit qu'on a encore du boulot, quoi. Et moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. On a Yann Julien, David Hermine et Gwen Pestel qui viennent d'arriver. Donc c'est par rapport à ce que disait Virginie tout à l'heure, c'est vrai que c'est intéressant. Comme disait Mep, c'est un problème. Enfin, tous ces problèmes-là, il faut qu'ils soient réglés de l'intérieur. Et on aurait aimé avoir un peu plus d'hommes présents justement pendant cette présentation. Donc on en a 3 pour le prix d'un qui viennent d'arriver. Donc c'est cool. À 2 doigts de recommencer la présentation. Mais c'est vrai que c'est pas un problème seulement dans le sport, c'est aussi un problème sociétal, hein, comme l'a soulevé Marie-Ève, parce que ça part aussi de l'éducation, des valeurs qu'on inculque aux jeunes enfants. Et je pense que cette présentation, elle tendrait à être présentée à beaucoup plus de gens, autant dans le milieu du sport que dans le milieu simplement de l'entrepreneuriat ou n'importe quel autre milieu, parce que c'est un réel problème, à mon avis, qui date pas d'aujourd'hui, qui va continuer, à mon avis, on aura encore un petit peu ce même type de problème à l'avenir, mais c'est vraiment très intéressant et ça m'a permis aussi, moi, de me questionner parfois sur quelques aspects sur lesquels je m'étais pas réellement posé de questions et je trouve ça très intéressant, ne serait-ce que de pouvoir en fait mettre un petit peu cette petite graine dans la tête des gens en se disant, effectivement, dit comme ça, il y a peut-être un souci quelque part. Oui, du coup, effectivement, là, je voulais aussi, moi aussi, réagir. Enfin, en tout cas, tu m'amènes une réflexion. On est vraiment, comme vous le dites, sur une question sociétale. On fait partie, je crois, on est sur la 2e génération où, à l'école, nous avons eu la chance d'être en mixité. Et nous faisons nos études. Nous avons été construits à être des apprenants ensemble, dans les primaires, collèges, lycées, universités. Et je ne sais pas comment on se débrouille dans le monde du sport. À partir du moment où on rentre dans le sport, après du U13 chez nous, on va chacun de son côté. On a de la chance dans le basket, c'est que pour le coup, dans le gymnase, les matchs féminins et masculins peuvent s'enchaîner dans le même gymnase. Mais quand on vient dans la compétition de niveau et dans les équipes nationales, là, pour le coup, c'est tout terminé. Et on connaît d'autres sports qui vivent ensemble leur compétition. Aujourd'hui, c'est le début des compétitions internationales du biathlon. Les femmes et les hommes ont le même circuit international. Elles se suivent toute la saison. Elles ont des stages en hors saison, souvent ensemble. Il y a aussi quand même des temps où elles sont séparées. Et pour le coup, certains d'entre elles et eux, les techniciens, les entraîneurs, sont aussi mari et femme. Et pour le coup, la vie de famille peut s'arranger comme ça. Et je voulais vous poser la question, le 3-3, ce n'est pas des effectifs pléthoriques. Et comment vivriez-vous l'idée d'un groupe, que les 2 groupes masculins et féminins puissent avoir le même parcours compétitif, les mêmes stages sur les mêmes lieux? Est-ce que c'est quelque chose qui serait facilitant pour vous dans le sujet qu'on traite aujourd'hui? Et puis peut-être que Yann, qui a souvent un avis sur ce type de questions, pourra aussi nous répondre. On commence par Yann ou par vous? Donc avant votre arrivée, j'ai quand même trouvé en effet dommageable qu'il n'y ait pas plus de mixité, que les entraîneurs en effet soient pas là, parce qu'autour d'une question de la femme et de l'entraînement, à mon avis, c'est important par rapport à ça d'être là. Salut Yann, ça fait un moment qu'on s'est pas vu.
Salut Virginie, je m'assois du coup. Ouais. Alors, moi c'est Yann et puis je suis entraîneur de l'équipe de France féminine de basket 3-3. Voilà, rapidement. Est-ce qu'on peut resituer du coup la question ? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on affectionne beaucoup, nous. Ça donne un esprit Team France qui est un peu décuplé quand effectivement les compétitions sont communes garçons et filles. Je pense que ça fait partie un peu de notre culture. Ça veut dire que quand vous allez faire une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe et que vos équipes masculines et féminines sont qualifiées, la compétition a lieu exactement en même temps. Voilà. Et avec les mêmes conditions. Et donc du coup, on partage des temps avec les masculins qui sont, ma foi, on est dans un rapport presque un peu de famille quelque part. Et en tout cas, je trouve que ça nous amène cette particularité que nous, on apprécie. Maintenant, la difficulté, c'est que notre discipline est en train de se développer à vitesse grand V. Et que forcément ça amène des contraintes supplémentaires qu'on rajoute, et j'ai peur parce que c'est une crainte qu'effectivement à un moment il y ait peut-être une séparation. Alors elle n'est pas encore là et j'espère qu'elle n'arrivera pas. En tout cas c'est vrai que c'est une crainte, c'est une peur. Juste peut-être pour rebondir, dans le cyclisme, du coup on est toujours ensemble avec les filles et les garçons, et cette mixité elle est riche parce que ça crée de la diversité en fait. Alors ça change pas que des fois il y a des stages séparés, mais là par exemple ils sont en stage hypoxie à Tenerife. Et à la fois en compétition on est en mixité, alors ce qui est peut-être pas tout le temps le cas souvent. Quand il y a une compétition hommes et femmes au même endroit. Ouais. Oui, souvent. Ouais. Très souvent quand même. Et du coup je trouve ça super riche en tout cas, et d'alterner les deux, à la fois des stages, on va dire en non mixité et en mixité quoi. J'en profite juste pour prendre la parole. Du coup, tout ce qui vous a été partagé, et c'est pas pour faire la pub des fédérations, des formations universitaires, mais du coup, on a créé Cécile Autogali a créé un master en études sur le genre, un master EgalApps en 2016, qui vise à former du coup les futures personnes égalité chargées de mission, qui nécessite d'avoir du contenu, des connaissances et des compétences, et surtout de la méthode, parce qu'on est sur un sujet sensible. Et pour évidemment, quand on fait de la recherche, même si on est militant et engagé, on part d'un point de vue situé qui fait que on doit observer avec un œil objectif. Donc chaque année, on arrive à former une vingtaine d'étudiants, étudiantes au master EgalApps. Marie Well, qui bosse à la fédération de basket, vient de ce master EgalApps. Emma Roncalli, qui finit son master 2. Et petit à petit, d'avoir des personnes, on va dire, compétentes sur ces questions-là, va générer du coup des plans d'action plutôt, je vais dire, plus efficaces que de sortir de l'empowerment féminin, en fait, du développement de la confiance en soi. Et on a développé, j'arrête mes stratégies de com, j'ai pas d'action, malheureusement, mon salaire sera le même à la fin si vous venez ou pas. Mais ce qu'on appelle une attestation d'études universitaires, parce qu'on s'est rendu compte, quoi, moi je me suis rendu compte en 8 ans, que nos étudiants développaient de l'expertise, mais quand ils arrivaient dans la vraie vie, en fait, il y avait un écart de connaissances et d'expertise. Et à la fois, les gens de terrain, les chargés de mission d'égalité, des collectivités territoriales, des entreprises, des profs de PS, avaient envie de se former à ces questions-là. Alors, je vous regarde, on a des dirigeantes, on a 2 chargés de mission de la ville de Villeurbanne, de Lyon, fédération de cyclisme, fédération de foot, on a un garçon de la fédération de foot. Et en fait, on a créé une formation courte, mix, hybride et présentielle. On fait que 2 fois 2 jours de présentiel pour partager aussi des contenus autour de ces questions d'études sur le genre. Donc voilà, c'était juste, j'ai fini ma communication. Parce que en fait, c'est pas évident de construire et de comprendre ces concepts-là. On en a parlé tout à l'heure par rapport à ce que MEP a pu partager. Ça demande d'avoir un peu des connaissances, des grilles de lecture. C'est complexe aussi. Ça croise l'individu avec les relations interpersonnelles et l'organisation. D'accord ? On a beau agir au niveau personnel, si l'organisation sportive elle est sexiste et il y a des rapports de domination, elle est hétéronormée aussi, on n'avancera pas en fait dans l'épanouissement des individus. Donc voilà un peu l'enjeu de pouvoir déconstruire des choses et mettre en place des plans d'action qui seront aussi pour rendre heureux autant les femmes que les hommes. Peut-être que Christophe, tu avais une question ? Bonjour.
moi je suis médecin, et dans notre profession, le concours a fait que les femmes ont pris 80% de place dans le concours de médecine. Ce qui fait que la féminisation a avancé à grands pas. Et on s'aperçoit qu'en fait, la problématique, maintenant qu'elle s'installe, la problématique n'est pas liée au fait que les femmes ont l'éducation, ont la situation, ont la place équivalente à l'homme. C'est un problème après sociétal. On demande à l'homme de travailler jour et nuit. La femme ne veut pas, ce qui a fait que la féminisation de la médecine a permis une avancée sur les conditions de travail des hommes. Et je pense que notre société actuelle est très clivante en dehors du sport, ce qui fait que dans le sport, le clivage existe de fait, et si on n'oblige pas par des lois, des décrets à mettre les places dans des situations où elles peuvent exercer, les mentalités des hommes ou de la société ne vont pas changer. Et en fait, on restera toujours à se poser la question, pourquoi une femme a besoin de temps pour s'occuper de ses enfants et que l'homme n'en a pas besoin. Je me permets du coup de réagir parce qu'en fait vous venez d'arriver, vous n'avez pas entendu le début de la présentation en fait. Du coup ça crée une dissonance avec nos échanges qui fait que voilà, vous êtes plutôt sur une vision essentialiste où alors il y a des hommes et des femmes, il y a beaucoup de diversité, et en tout cas vos mots à mon avis en tout cas moi personnellement me gênent parce que comme vous n'avez pas entendu ce qu'il y a avant, c'est difficile de pouvoir échanger. Et donc j'ai pas de réponse plus à aborder par rapport à ça. Peut-être vous écoutez l'une d'entre vous sur. Et s'il n'y a pas de questions, c'est très bien. Faut aller s'entraîner. Moi aussi, je viens de débarquer. Mais moi, je serais quand même curieux d'avoir un petit retour, parce que notamment sur le fait, moi, je me retrouve confronté à ça parce que j'ai une autre casquette, celle de responsable haut niveau du 3-3 à la fédération. Donc, c'est notamment la coordination de toutes les équipes de France jeunes, entre autres. Et aujourd'hui, on en a, je crois, des équipes de France en tout et tout pour tout 11 en 3-3. Et c'est une question qu'on se pose. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'aujourd'hui, effectivement, il faut peut-être commencer par imposer des staffs féminins pour pouvoir un jour même plus poser cette question-là. Et je sais que souvent, j'ai affaire à des griefs d'entraîneurs masculins qui me disent « Mais attends, moi, j'ai pas ma chance, quoi ». Et je pense qu'on doit en passer par là. Il y a pas le choix, parce que sinon, alors même si c'est peut-être une goutte d'eau dans un océan, il faut le faire, quoi. En tout cas, c'est plutôt ma position aujourd'hui. Je suis ultra convaincu que je raisonne vraiment en termes de haute performance. Il y a autant de potentiel chez les hommes que chez les femmes. Il faut juste essayer à notre niveau de faire persuader, enfin en tout cas d'essayer d'aller dans ce sens-là, pour que la société elle a un autre regard sur cette question-là, et que peut-être un jour on n'ait même plus à se poser cette question. Je veux bien rebondir sur ce que tu partages, Yann, c'est intéressant. Alors du coup, on a vu comment pour les femmes de devenir entraîneur, il y a plein de freins au niveau individuel, interpersonnel, et malgré tout, on a vu aussi que les tâches domestiques et les soins apportés aux enfants ne sont pas encore égalitaires en fait. Et d'ailleurs, cette question de la présence de la famille, elle pourrait être aussi importante pour les entraîneurs hommes. Je sais que tu as 2 enfants et que tu as besoin de les voir et que tu les vois pas beaucoup. Donc voilà, et du coup ça pose aussi la question de pouvoir lever un certain nombre de freins pour qu'elles soient là, et comme elles sont pas là parce qu'elles ont des freins individuels, interpersonnels, le sexisme, l'environnement, l'organisation et j'en passe d'autres, et aussi parce on s'auto-censure et je parlais au début quand je me présentais que j'ai subi le syndrome de l'imposteur quand Fred Aubert m'a coopté en fait, parce qu'il m'a choisi, la réalité elle était là, parce que je suis une femme et je pense aussi parce que j'avais des compétences, et du coup en effet, on est dans une politique de discrimination positive. Alors, les Canadiens le disent autrement, mais j'ai oublié le mot. Et du coup, la manière dont c'est fait par les politiques à certains endroits, on va dire, ou parce qu'on en est arrivé là, elle peut dire on met une femme parce que c'est une femme, mais derrière quel discours on peut y mettre par ailleurs. Et d'ailleurs, avant que tu arrives, on a listé aussi sur toutes les femmes entraîneuses de haut niveau, elles sont toutes, majoritairement, il n'y en a pas beaucoup,
anciennes internationales. Elles ont acquis leur légitimité par leur carrière internationale. Elles ont aussi un autre point commun qui fait qu'elles n'ont pas d'enfants. Peut-être à certains endroits, peut-être lié à leur homosexualité, parce qu'avoir des enfants quand on est homosexuel, c'est pas aussi simple. Hein. Il y a d'autres thématiques dans lesquelles on peut rentrer dedans. Et du coup, quid des femmes, je pense à Charlène Colette, qui est pas internationale, je pense à d'autres qui, finalement, il faut qu'on les aide à venir à ces postes-là. Parce que de toute façon, elles sont écartées avant, en fait. Elles sont écartées par leurs conditions de femmes, voilà. Et moi, je disais, voilà, tu me connais bien. Donc, moi, c'est Stéphane qui est au foyer. Hein, tu sais que c'est lui qui est papa au foyer. Et que moi, malgré tout, j'ai régulièrement, en fait, des remarques de dire, Virginie, t'es pas à la maison. Comme toi, on te le dit, j'imagine. Donc voilà, donc cette discrimination positive, elle est malheureusement comme la parité dans les postes à leadership. Il faut qu'on y passe, mais c'est un système transitoire pour moi, qui vise à voler. Mais si on le fait que de manière brutale comme ça, sans éduquer, sans accompagner, sans expliquer, et derrière, évidemment, ça va générer des réactions. Ouais, totalement. La pire des choses, ce serait de mettre quelqu'un à un poste sans qu'elle en ait les compétences. Ça, c'est terrible parce que là-dessus, vous êtes sûr que tout le monde va vous tomber dessus. Donc, il y a un choix particulier à aller chercher en disant on place des personnes parce qu'elles ont la compétence ou le potentiel. Ça, c'est fondamental. Et puis, si ces choix-là sont plutôt bons et si, comme tu le dis, elles sont bien accompagnées, ces personnes-là, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et quelque part, c'est aussi affiché aux yeux de tout le monde que si, en fait, ça marche. Et qu'il n'y a pas forcément de problème, sauf si on veut s'en créer. Et je pense que la société, depuis tellement longtemps, elle en a mis des freins là-dessus. Mais ça demande du coup de votre côté, vous les cadres, par rapport à tes responsabilités, mais aussi présidence de fédération ou autre, à expliquer aux gens que les femmes ont subi de nombreuses discriminations pour accéder à ces postes. Il faut comprendre le système dans lequel on est, en fait. C'est-à-dire, je mets pas des femmes pour mettre des femmes, je mets des femmes parce qu'elles ont été écartées, parce que pour leur famille, et du coup, on vient rendre favorable parce qu'elles ont été dans des conditions défavorables avant, en fait. Et du coup, ça demande à ce que les dirigeants déconstruisent des choses et comprennent, ce système dans lequel on est, où finalement, dans un environnement sexiste, où ma famille me fait comprendre que je m'éloigne de mes enfants et que mes enfants, quand je rentre de stage, c'est difficile. Et au bout d'un moment, en fait, j'arrête, quoi. Il y a aussi cette question, effectivement, de la pression que la femme peut avoir on essaie de lui faire comprendre que c'est pas un métier pour elle, quoi. Et moi, je me suis heurté parce que, alors, il y a la question du salaire, hein, ça c'est, et encore plus dans le monde du sport. Mais moi, je me suis heurté parce que je m'occupais aussi avant d'un institut de formation. J'avais des entraîneurs. Alors, j'ai encore du mal à dire, pourtant j'ai échangé là-dessus sur le terme entraîneuse. Dont on pourrait débattre, mais donc des entraîneurs ou des entraîneuses qui me disaient mais non, non, je vais pas aller au diplôme d'État, c'est pas fait pour moi. Et j'avais du mal à saisir parce que, en tout cas moi, dans mon regard, je percevais bien qu'il y avait un potentiel. Et puis finalement, au bout d'un moment, quand on questionne, oui, mais non, mais c'est pas ma place, quoi. Je comprends pas. Mais oui, parce que, si un jour je dois fonder une famille, oui. Et alors ? Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut arriver à déconstruire. Il y a forcément la pression sociétale et puis la perception de cette pression-là qu'il faut aussi, je pense, accompagner et qui est nécessaire pour arriver à débloquer des vocations. Oui, je trouve aussi qu'effectivement, il faut prendre toutes ces précautions pour pas mettre la personne, pour le coup, parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle des femmes dans le milieu du sport, mais il y a aussi d'autres domaines professionnels où les femmes sont majoritaires et pour lesquelles, pour le coup, les postes à responsabilité restent aussi pour elles, et c'est celle de la place de l'homme qui est questionnée dans ces espaces-là. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse aussi. Donc on apporte les questions des personnes, puisque grande précaution sur qui on met et comment on met et pourquoi elles sont à cette place-là, et puis surtout si ces personnes-là sont volontaires pour y être. Et moi, j'entends quand même dans le propos de Christophe quelque chose, un sujet très intéressant, c'est celui de dire, dans un espace où la question de l'ego peut-être, où les postes à grande responsabilité sont prises par les hommes, l'arrivée des femmes à ces endroits-là, on refait questionner les hommes qui le voulaient sur leur posture, sur leur façon d'être en famille, en société.
Et pour le coup, le fait de passer par une forme de, entre guillemets, excusez-moi du terme, de forçage, de prise de poste ou de positionnement de dames, de femmes dans des vrais postes de responsabilité, viennent apporter vraiment un plus, enfin du positif dans notre position, nous des hommes. Alors, moi, j'ai une vision, je ne sais pas si elle est très juste, mais assez égalitaire. Je me dis, en fait, toujours au travers de la haute performance. C'est assez mathématique. Je me dis, imaginons que nous avons une population de 100 personnes. À part égale, 50% d'hommes, 50% de filles. Donc 50 personnes de chaque côté. Je me dis, on a quand même plus de chances de faire émerger la haute performance si on peut bénéficier des 100 personnes. Si on peut choisir dans les 100 personnes, plutôt que dans 50. C'est tout bête, vous allez me dire. Et donc, pour moi, ça, c'est un vrai sujet. Ça veut dire que je le vois du côté des entraîneurs. Je me dis, aujourd'hui, on a une très large majorité d'hommes sur des postes d'entraîneurs, y compris dans le basket amateur. Et donc, on se passe de la moitié de la population. Je caricature, mais on n'est vraiment pas très loin de ça. Et donc, du coup, en bout de chaîne, on n'a pas forcément la potentialité maximum de la population. Et voilà. Et ce constat déjà de base se dit qu'on pourrait peut-être évoluer vers du mieux dans la haute performance, mais je pense aussi dans la société en général. C'est tout. C'est pourquoi se priver de la moitié de la population ? Il y a autant de potentiel chez les uns que chez les autres. Les femmes et les hommes n'ont pas du tout la même vision du monde. Et heureusement, pour plein de raisons, pas uniquement parce qu'il y a du sexisme, on a ne serait-ce que par nos chromosomes XY, on a des hormones différentes, on a des obligations différentes. Alors, je vous vois rire, mais survivre aux règles chez la femme, c'est quelque chose. Ça engendre plein de frustration dans plein de moments de la vie, et ça oblige une certaine résilience que l'homme n'a pas quand il est jeune. Mais moi, je veux tout de suite rebondir. Je pense qu'on a peut-être plus de points communs tous les deux que moi avec une autre femme, en fait. Votre vision, elle est très différentialiste et du coup, elle me met très mal à l'aise, en fait. Pas du tout, au contraire. Ah bah si. Non, ça veut dire qu'on n'est pas différents, mais par contre, on s'enrichit les uns et les autres. Et on est tous différents. Vous êtes différents de lui, moi je suis différent de Richard, parce qu'on est tous différents, on a tous une vision différente. Et le fait, je rejoins exactement ce que vous avez dit l'entraîneur, c'est pas du sexisme, c'est-à-dire que à partir du moment où on se prive de la moitié des personnes, on n'enrichit pas notre façon de voir et la façon d'entraîner par la mixité. Alors, je vais me permettre de répondre. Moi, là où je suis totalement en phase avec vous, c'est le fait qu'on est tous différents. D'accord ? On a tous certainement des points communs, mais aussi des singularités. Ça, c'est évident. J'ai la chance d'avoir entraîné à peu près toutes les catégories, de l'école de basket jusqu'au senior, du niveau amateur jusqu'au niveau pro, d'accord, et international. J'ai jamais eu ce sentiment-là, en tout cas dans le regard que moi je pose. Alors peut-être qu'il est particulier, biaisé, je sais pas, mais moi j'ai jamais eu l'impression de devoir manager de façon différente des hommes et des femmes. Et des fois, je trouve que c'est vrai que pour moi ce sont des clichés de dire ah oui, alors les filles, parce que ça je l'ai entendu dans le monde du basket, elles aiment mieux se partager la balle, c'est plus tactique et tatati tatata, et les garçons machin. Ouais, franchement, en tout cas moi de mon point de vue, pas du tout. J'ai pas ce sentiment-là. J'essaye de m'attacher beaucoup plus effectivement à la dynamique et à la singularité d'un groupe et des membres qui vont composer ce groupe-là, plus qu'à un genre. Alors, je veux juste rebondir, je vais prendre la parole, parce que ça aussi, c'est la prise de parole dans les échanges, c'est des questions aussi importantes. Mais il y a des études un peu dans le monde de l'entraînement sur comment on entraîne des hommes et des femmes, et malheureusement, en fait, on se rend compte que dans les contenus qui sont proposés, ils sont à certains endroits différentialistes, qui génèrent du coup une... Du genre, ça part du genre ou ça part de la vision de l'entraîneur qui impose? Alors ça part des séances où on va observer du coup un entraîneur qui entraîne
C'est les Anglais qui ont fait ça, un groupe de garçons et un groupe de filles, en fait, la même personne, et en faire dans les contenus qui sont distribués, ils sont différents. Par exemple, ils vont peut-être faire plus d'exo de la passe pour les filles, tu vois, c'est accéder à la représentation, et plus susciter l'agressivité dans l'interaction chez les garçons. Oui, ça parle de l'entraîneur. Après, c'est plus complexe que ça aussi, parce que Ouais, forcément, les filles, évidemment, qu'on est modificateur. socialisé à donner la balle, en fait. Entre guillemets, on nous apprend toujours le care à faire attention aux autres. Alors après, moi, je dépasse ces normes de genre-là avec un prix à payer par rapport à ça. Mais la question, elle est plus complexe qu'il n'y a pas que l'entraîneur. Il y a aussi comment aussi les filles, évidemment, elles renforcent ça parce que elles ont été éduquées à la féminité, à donner, au care, ou attention, quoi. C'est dommage que t'aies pas eu une fille. Ça t'aurait fait du bien d'avoir une fille. Non, si j'ai pas eu la chance d'avoir de fille. Mais ça t'aurait. Ouais. Mais ouais, Marie. Ouais, Marie, elle part en soin. Merci Marie pour Merci, ta présence et les échanges. C'est important. Merci Marie. Je suis hyper mal placé parce que j'adore le jeu de passe. Alors, quand j'avais des équipes de garçons, j'en faisais, et puis j'en fais toujours effectivement avec des équipes de filles. Mais vraiment, enfin, dans mon regard, voilà. Moi, c'est ce que je pense, mais bon. Et juste pour rebondir, en effet, du coup, on rate, on en perd en fait. La réalité, c'est qu'on en perd des jeunes femmes qui pourraient accéder au niveau. C'est certain. Pour l'anecdote, on avait interrogé dans le cadre de la Coupe du Monde Femmes 2019 les jeunes filles et les jeunes garçons de l'OL au centre de formation. Je les avais questionnés sur quelles sont les barrières à la pratique du foot des femmes, des filles. Donc c'était en mixité, il y avait 3 garçons, 3 filles, on discutait. Donc les premières barrières, c'était bah voilà, aller à l'école et faire du sport, c'est fatigant. OK, des barrières de sportifs et de sportifs de haut niveau. Et à un moment donné, il y a un garçon qui dit mais quand même Samantha, bah tu sais quand on jouait ensemble, tu te faisais insulter quand même en U12. Et là d'un coup les filles elles me regardent, et elles me disent ah mais oui, c'est vrai que oui non mais en effet, on entendait souvent casse-lui les pattes, fais-toi pas faire. Pas bien loin que ce week-end encore, quand je suis allée voir mon fils jouer et qu'il y avait une fille, j'ai entendu un parent hier dire mais laisse-toi pas faire. Je supportais pas que la fille ait pris la balle en fait. Je vais pas nommer le club parce que tu le connais trop bien. Mais voilà, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, des propos, moi j'entends. Et pour avoir une fille et un garçon, pour en avoir un de chaque, pour avoir le choix de la reine, et ben c'est dur d'élever une fille parce que cette pression à la féminité en fait. Lily, il faut que tu sois belle. Lily, sois coiffée. Lily, attention, t'es agressive. Et ben, c'est hyper dur. Et du coup, ces jeunes femmes, elles disent, bah oui, c'est vrai, on a eu des railleries. Et d'ailleurs, elles ont souvent accédé au foot grâce à un homme, leur père ou leur frère, parce que leur mère voulait pas qu'elles entrent dans ce monde masculin. Et elles me disent, mais oui, mais ça, Virginie, écoute, ça nous a rendu plus fortes, en fait, de faire face à ces commentaires. Et là, je leur dis, bah, je suis d'accord avec vous. Sauf que vous, là, vous êtes les 5% des footballeuses qui sont encore là, mais les 95 autres % qui ont arrêté le football, et du coup on parle de vivier et on peut questionner la D1 Arkema avec le manque d'homogénéité des joueuses, on peut en revenir du coup à l'essence, mais oui, mais les autres elles ont arrêté le foot, à un moment donné de se faire insulter, que ta mère elle te dit qu'il faut pas que tu ailles au foot parce que c'est agressif, etc. Et la difficulté de la recherche, c'est justement d'aller identifier celles qui ont arrêté et de rendre compte en fait les raisons de l'abandon. Donc voilà, je ferme la parenthèse par rapport à ça, mais ça reste des thématiques quand même qui sont complexes. Moi, il y a une thématique, alors je sais pas, peut-être que vous l'avez abordée, mais c'est que je trouve qu'on associe beaucoup trop effectif féminin. Ok, bon, on veut bien féminiser l'encadrement, mais que chez les filles, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est l'entraîneur féminin, on veut bien, mais elle va entraîner des filles. Et elle peut pas entraîner des gars. Ça, c'est des fois, c'est même pas une question qu'on se pose. Or, on est toujours sur la notion, pour moi, de compétences et de potentiel, et il faut qu'on arrive aussi à faire tomber quelques barrières par rapport à ça. Mais bien entendu que une entraîneur féminine peut totalement entraîner un collectif masculin. On se pose pas cette question-là dans l'inverse. Enfin, j'en suis l'exemple. C'est la question c'est la deuxième barrière à bousculer, on va dire. Moi, j'étais contente que Valérie Garnier entraîne NM1 homme. Je suis déçue qu'elle soit partie au Fener, mais pour d'autres projets que je peux entendre. Mais et du coup, il y a un vrai enjeu aussi par rapport à ça. Mais on parlait tout à l'heure aussi de l'acceptation des athlètes, de l'autorité d'une femme, aussi du respect de la femme. Bon, aisément, moi, je partage qu'assez régulièrement, 1 ou 2 fois dans l'année, je vais me prendre la tête avec un étudiant du master entraînement parce qu'il va pas accepter mon autorité en fait. Juste d'écouter en classe en fait. Hein. Et je le questionne, je dis bah là. Ça serait mon collègue homologue là, de bio, là. T'aurais cette réaction? Voilà. Et du coup, ça vient questionner aussi ce rapport à autorité, où les femmes entraîneuses, en fait, les entraîneuses, elles sont dans un dilemme. Quand elles sont masculines et dures, ça va pas parce qu'on les renvoie à leur pression à la féminité, il faut qu'elles soient aussi féminines. Elles sont autoritaires, mais même quand elles sont autoritaires, on les aimera pas.
Et quand elles sont féminines, eh ben, elles sont trop douces et elles sont pas capables de diriger des athlètes. Donc en fait, les femmes, les entraîneuses, elles sont dans un paradoxe. C'est un tunnel sans fin, on le trouvera pas. Quoi, les Anglais, ils en sont en train, ils ont un temps d'avance par rapport à nous. Alors déjà, parce que moi, dans le cyclisme, maintenant, il y a autant d'entraîneuses que d'entraîneurs. En tout cas, à la piste, on les voit tous. Les Anglais, ils sont bougés les fesses. Peut-être pour des raisons de performance, d'ailleurs. Et c'est une bonne raison, en fait, pour moi. Ça me choque pas. Au-delà de la question de l'éthique aussi, et qui peut se poser. Mais du coup, pour avancer sur ces rôles à responsabilité, il y a un certain nombre de freins. Et les Anglais, ils viennent afficher, en fait, les stéréotypes. C'est-à-dire dans la fédération et dans le club. Il faut aussi que la présidence aussi veuille accepter de questionner son mode de management, la relation à l'autre, son mode de domination sur les femmes, les dirigeants. Et du coup, où c'est dit des stéréotypes auxquels les femmes sont en prise, et du coup, elles ont du mal à sortir. Je sais que l'image autoritaire de Valérie Garnier et d'autres, on lui la renvoie souvent. Et du coup, en fait, c'est complexe. Ça agir à différents niveaux, mais en tout cas, je suis contente d'entendre que tu es dans la politique d'inclure des femmes et de les mettre à poste à responsabilité, parce que notre fédération, pour l'instant, sur les équipes nationales, je suis désolée, les 2 postes, Aurélie Bonan et Julie Barène, elles entraînent des femmes. Bon, Élise Prudhomme a voulu aller chez les hommes. Bon, moi, j'aurais bien aimé, j'ai bien vu la communication, Élise a souhaité de pas coacher les U20, mais j'aurais aimé qu'il lui donne des U18 hommes de l'autre côté, qu'elle soit head coach, en fait. Donc voilà. Donc on a tous, à tous les étages, à se poser des questions, en fait. C'est des questions qui se posent au sein de la fédération, réellement, ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire que Élise, elle passe chez les masculins, mais pas sur un poste d'assistante, mais sur un poste de coach. C'est des vraies questions qui ont été posées. Tant mieux, ça avance. Il y a encore du combat à avoir. Qui deviendront mécaniciens. J'en ai pas plus. Je crois que c'est pour l'enregistrement, en fait. Je sais que vous n'en avez pas besoin, mais du coup, Ça pour les scolaires. n'empêche qu'il y aura plus d'hommes que de femmes mécaniciens poids lourds. Mais l'équité fait que l'école de mécanique poids lourd, peu importe, est ouverte aux deux. Il ne faut pas mélanger. Moi, je suis pour l'équité. Les hommes, les femmes doivent avoir accès aux mêmes droits, aux mêmes écoles. Voilà. Mais l'égalité fera qu'il y aura plus de mécaniciens hommes. Attention, je suis pour l'équité, pas forcément l'égalité. Je ne suis pas sûre qu'elle puisse y être un jour. Mais par contre, l'équité, oui. L'école de sage-femme doit être ouverte aux hommes. Mais il y aura sûrement, peut-être, pour longtemps encore, plus de femmes. Et je vais juste revenir sur la mixité dans le sport. Actuellement, aujourd'hui et demain, se tient à Saint-Jean-Bonnefond, dans la Loire, les qualifications pour le championnat d'Europe en korfball. Ma fille est en équipe de France korfball, elle joue ce week-end. C'est le seul sport, il me semble, mixte, le seul sport collectif mixte. C'est génial, c'est très bien, je suis pour. Voilà. Il y a le tennis qui le fait en double. Mais là se jouent les qualifications pour le championnat d'Europe de l'année prochaine en mixité korfball. Il y a quand même une réflexion. J'entends bien que j'espère que dans 10, 15, 20 ans, avant ça serait mieux, que ce genre de questions-là, effectivement, on n'est pas à en débattre. Pas du tout. Ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Et puis, il y a plus cette... Oui, sauf que moi, il y a aucune loi qui interdit à une entraîneuse d'être à la tête d'une équipe de France masculine. Ça n'est toujours pas le cas. Non, pas le genre. Je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Ou dans l'autre sens. Tout simplement parce qu'il faut une parité. Mais moi, je trouve qu'on est dans l'excès inverse. J'espère qu'on ne vient pas me voir juste parce que je suis une femme. Ah non, alors je me souviens d'une dame, la liste électorale, et elle a juste dit ça. Je ne vais pas me dire que je suis une femme, j'espère que j'ai des compétences, que je vais pouvoir apporter quelque chose à notre équipe municipale. Mais on est parfois dans l'excès. Il faut bien, c'est ce que j'ai essayé. Ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure, c'est vraiment la notion de compétence et de potentiel. C'est celle-là qui est essentielle, finalement. Mais aujourd'hui,
La pression sociétale fait que, à compétences égales, voire même dans des cas où on peut avoir un peu plus de compétences chez la femme, on préférera l'homme. Parce que la société, aujourd'hui, nous l'impose. Voilà. Et malheureusement, j'aimerais qu'on ne passe pas par la discrimination positive. Mais c'est aujourd'hui, force est de constater que si on ne fait pas ça, on ne va pas afficher parce qu'on a besoin de ça, on a besoin d'avoir des icônes qu'on va mettre sur le devant de la scène, qui vont être effectivement des gens qui vont être performants et qui vont prouver finalement au monde que c'est possible. Et un jour, on n'en parlera plus. J'espère. Mais on est obligé de passer par là au moins un temps, pour que ça puisse apparaître aux yeux de la société et qu'on arrête de se poser ces questions-là. Et juste pour l'anecdote, on a eu la chance d'avoir une compétition mixte en 3-3. Mais malheureusement, ça a eu duré sur une seule compétition. Il y avait toute première Coupe du Monde de 3-3. Il y avait catégorie hommes, catégorie femmes et catégorie mixte. Et ils l'ont fait malheureusement qu'une seule fois, et c'est bien dommage. Je pense qu'on va terminer, à part s'il y a d'autres questions. Je pense que faut aller vous entraîner pour gagner une médaille. Mep, tu veux rajouter quelque chose ou... Non, pas forcément. Alors je sais pas si tu as parlé un peu de ton parcours, parce que tu t'en as parlé un petit peu du fait que tu es prof de PS, diplômé d'État quand même, aussi. Oui, alors oui, je suis au-delà d'être joueuse, j'ai eu mon CAPEPS et je suis professeur de PS actuellement en disponibilité. Et comme je sais pas exactement, après ma carrière de sportive, je sais pas encore si je vais totalement m'engager dans cette voie-là, dans l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, en tant que joueuse, j'ai l'adrénaline, j'ai la rigueur, j'ai mes objectifs. Le jour où tout ça s'arrête, est-ce que je vais pas avoir un manque, et est-ce que le fait d'être prof avec des élèves qui n'ont pas forcément envie d'être là, est-ce que ça va me suffire? Du coup, je me suis dit, peut-être pas. Donc du coup, j'ai voulu passer mon diplôme d'État. Donc je l'ai obtenu. Et j'ai peut-être dans un coin de ma tête aussi envie de passer le diplôme supérieur. J'aime bien me former. Et j'adore transmettre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est sportif de haut niveau et joueuse professionnelle, on a entre guillemets une légitimité qu'on acquiert, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, ça me permet d'accéder à des choses où peut-être que si je n'avais pas été ce que j'étais aujourd'hui, j'aurais peut-être un peu plus galéré. Aujourd'hui, je le vois par exemple, ma meilleure amie, elle est entraîneur d'hommes. Donc elle est assistante en 2e division masculine en Pro B. Et alors, elle, son témoignage, quand on en discute, elle s'appelle Jade Sage, quand on en discute, c'est... elle est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle ne se voit pas comme une femme dans un milieu d'hommes, elle se voit comme quelqu'un qui a des compétences, un peu ce que disait Yann. Et en fait, elle ne comprend pas que des fois, y a des gens qui voient d'abord la femme avant de voir sa compétence. Et c'est vrai que dans certains projets, elle a déjà eu des refus d'entraîneurs qui disaient... Mais au moins, ils sont très honnêtes. Ils ont dit, c'est un problème évidemment, mais ils ont dit, je me sens pas de travailler avec une femme, comme si ça allait changer la face du monde. Et en fait, aujourd'hui, on parle d'hommes, on parle de femmes, on parle de genre, et ça rejoint ce que vous disiez. Aujourd'hui, moi, j'aimerais en fait qu'on parle de personnalité, tout simplement. J'aimerais qu'on parle de qualité humaine, et un homme peut avoir les mêmes qualités humaines qu'une femme, et vice versa. Et en fait, si on était tous un peu plus tolérants, on pourrait déjà mieux vivre de manière générale, et ça pourrait enlever beaucoup de problèmes. Mais voilà, je pense que malheureusement, c'est un passage obligé. Aujourd'hui, ça se passe bien pour elles, mais il en faudrait plus des filles comme elles. Des filles qui n'ont pas été forcément anciennes joueuses de haut niveau, et une femme qui arrive à réussir quand même dans un milieu d'hommes parce qu'elle a envie d'être dans un milieu d'hommes, parce qu'elle préfère le jeu masculin, tout simplement. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, elles sont trop peu représentées, et j'espère que ça va susciter des vocations. Et en tout cas, j'espère que si jamais moi je me dirige dans une carrière d'entraîneur, voilà, on me prendra pour mes compétences et évidemment mon bagage qui existe. Aujourd'hui, je suis une joueuse professionnelle, internationale. Je veux pas que tu te sentes coupable, hein, mais pas parce que. Non, je me sens pas coupable. Je suis totalement fière, mais aujourd'hui, il faut se rendre compte aussi que c'est un avantage, comme c'est un avantage d'être blanche. Moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, on en est encore là, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent encore changer.
En tout cas, merci au staff d'être venu à la fin pour partager. Et puis merci à tout le monde. On va conclure. Tu veux peut-être conclure? Une question? Ah, super! Je savais pas si Léa, tu nous as un signe pour qu'on Ouais, moi non parte, plus. Ouais, ou si tu avais une question. Non, non. Vas-y, Ouais. vas-y. Non, moi je voulais juste rejoindre Meb sur ce qu'elle disait au niveau de la personnalité, etc. Mais moi c'était plus sur les métiers qui touchent au sport mais qui sont extra sportifs. Moi j'ai eu des fois des refus de clubs ou de structures pour travailler avec une équipe masculine. Ils voulaient pas de femmes entre guillemets dans l'effectif. Et je trouve que du coup c'est d'autant plus dommage, comme Meb le disait et comme tout le monde l'a dit là dès le début de cette conférence, c'est qu'aujourd'hui on en est encore au fait que une femme peut pas intégrer entre guillemets un staff d'hommes. Par contre, un homme a toute la légitimité d'intégrer un staff de femmes. Donc voilà, je trouvais ça dommage et je trouve que c'est important aussi de le souligner parce que bah voilà, je pense qu'il faudrait que ça évolue autant dans le milieu sportif que dans le milieu extra-sportif. Puis ça soulève même une question, c'est de dire le jour où tu as une femme en responsabilité d'un groupe masculin avec comme assistant un homme. Voilà, Ouais. Il n'y est pas encore. c'est ça. Juste, voilà, ça permet de faire référence au rapport d'autorité, accepter l'autorité d'une femme. Et pourquoi une femme pas dans un staff d'hommes? Qu'est-ce qu'ils craignent? Qu'on les séduise, qu'ils soient détournés de... Voilà, ça renvoie à la question de la femme objet sexué, la sexualisation, le sexisme. Donc c'est en tout cas merci pour ton partage. En tout cas, moi je compte sur toi sur les stratégies de com de nos championnes là, parce que elles ont des performances extraordinaires. Je leur disais quand même. Elles sont évidemment pas encore assez reconnues à mon goût par rapport à ce qu'elles ont fait. Et comme je te l'ai dit, bon, c'est enregistré, ça m'est égal, mais en tout cas, d'avoir une stratégie de promotion des performances des femmes, de ce qu'elles font, et pas les rignaiseries, les Insta et les bizutages, moi qui me rendent dingue en fait. Donc voilà, montrer ce qu'elles font à l'entraînement, le prix à payer qu'elles ont fait pour construire leur équipe. Je pense que pour certaines, il y a des sacrifices. Je connais pas le dispositif, mais je suppose. On parlait de la relation du 3-3 et du 5-5. Hein. Vous avez dans cette équipe-là des championnes d'Euroleague. Hein. Je pense à Meb, hein. Je pense à j'ai oublié son prénom, Laetitia. Et donc voilà, elles sont, je pense, très autodéterminées. Et dans les stratégies de com, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur peut-être se porter la voix à un moment donné. Je vous challenge pas, mais autour de cette question du féminisme et des femmes et de porter le message à certains endroits. Alors oui, en effet. Pour être à l'aise par rapport à ça, il faut peut-être avoir des éléments de langage, mais c'est pas simple. Hein. Donc voilà, je sais pas comment vous avez appréhendé ce temps d'échange-là, sur ce thème-là, avant de venir. Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais réagir, ou où j'ai une opinion, mais j'ai pas assez de matière en fait pour la peaufiner, pour voir ce que je pense. Est-ce qu'elle est légitime, ou est-ce que en fait ça se passe pas tellement comme ça dans la réalité, ou alors ce que je dis c'est vrai et j'aimerais avoir des arguments, des sources. On a été quand on a fait un cursus universitaire, on est très sensibilisé aux sources, et je trouve qu'en fait c'est quelque chose qui nous permet de nous défendre et surtout d'asseoir notre vision et qui peut être partagée surtout quand elle est juste en fait. Je disais ouais en effet que les entraîneuses et les athlètes ont du mal en fait à se faire la voix des autres femmes, parce que il y a peut-être un prix à payer où l'organisation va leur dire non mais toi t'es trop féministe, tu te calmes, t'es trop militante. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et après en effet il faut des connaissances pour pouvoir avoir des arguments, pour répondre aux questions qui sont posées, voilà, avec une vision pour moi très essentialiste et différentialiste. Et peut-être en effet questionner la question de la parité, qui est un système intermédiaire, la non-mixité, voilà. Et ça, c'est des concepts pas simples quand même. Et du coup donner des outils pour argumenter sans en avoir honte, j'ai envie de dire, et avec envie. Ouais, cette formation, elle est en distanciel ou pas? Je vais négocier avec mon futur club. Alors c'est vrai qu'il y a forcément une pression. Une fédération, une structure n'est ni plus ni moins que le reflet de la société. Donc forcément, il y a toujours une pression vis-à-vis de ça. On a un privilège. C'est que le 3-3 en fait est relativement neuf. C'est une discipline qui est encore naissante, qui a à peine une dizaine d'années. Et au moins, on bénéficie d'une forme d'approche, étant donné qu'on a commencé en même temps, les garçons et les filles, et qu'on n'a pas cet héritage culturel, historique, conservateur, pesant.
Et puis finalement, on était tout petits. Hein. Quand on a commencé, il y a quelques anciens du 3-3 qui sont présents ici. On a commencé devant 2 pelés et un tondu, donc on n'existait pas. Mais au moins, on a commencé tous ensemble, garçons et filles. Et c'est peut-être un peu moins pesant chez nous. Ça le reste, mais moins quand même. Même plus de performance chez les filles. Alors j'aurais vraiment souhaité, je serais extrêmement content que les garçons soient exactement au même niveau. N'empêche que, alors bizarrement, c'est pas du tout ce que je souhaite, hein, parce que je voudrais vraiment que les garçons brillent de mille feux. Mais du coup, ça a apporté un éclairage encore un peu plus fort chez les filles. Des fois, je me dis, si les deux avaient performé au même stade, j'aurais un peu peur que les garçons prennent plus de lumière que les filles. Voilà. Donc peut-être pour un démarrage, que les filles étaient un peu plus exposées grâce à leurs résultats, et puis peut-être que voilà, si on peut être sur la même marche après à Paris, avec les gars, ça sera une histoire formidable. Je crois qu'on arrive... Enfin, on pourrait durer des heures, tu l'as dit tout à l'heure. Et Yann, on est très heureux qu'il nous ait rejoint, parce qu'avec lui aussi, il y a de la discussion tout à fait possible. Marie-Ève, merci d'avoir passé du temps avec nous. C'est un peu du temps pris sur ton repos, mais c'est chouette pour nous, on est très heureux. Et juste, tu me disais, c'est la première fois que je suis invité sur ce thème dans le basket. Finalement, ça m'a mis un peu à réfléchir pendant que je t'écoutais. Et en fait, je me dis, la question, elle se pose... Enfin, on ne s'est même pas posé la question. Chez nous, elle ne se pose pas, cette question. Enfin, elle se pose. Mais le fait de vouloir aborder ce sujet collectivement et d'en faire un vrai sujet aussi pour l'ensemble de nos clubs, il y a une forme de naturel. On a mis tous les clubs là, de la Haute-Loire avec ce qu'on travaille depuis 3 ans, depuis qu'on est au comité. Et la question des incivilités à traiter, à aborder est importante. Et là, on a parlé aussi des questions des incivilités. Donc, c'est enfin dire dans un peu ligne droite de notre approche ici, dans ce comité en tout cas, dans le comité actuel, de se poser la question des femmes. Et puis on a aussi là une grande chance en Haute-Loire, c'est qu'on hérite d'un comité où il y a une mixité quasi parfaite chaque année, et de nombre de licenciés, hommes et femmes. Donc pour le coup, c'est très partagé. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas attendu que les lois nous imposent que dans le bureau et dans le comité directeur, que ça soit équivalent. Voilà. Merci à vous tous maintenant, mais à vous toutes, parce qu'on n'a commencé qu'avec des dames. Oui. Pour le coup, d'être resté là, ça a été très 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 intéressant. Vous nous avez aidé je l'espère, à élever un peu nos réflexions et puis à en porter d'autres. Donc peut-être que c'est une première étape d'autres, et peut-être de travailler un peu avec Agal APS, avec qui j'ai pris connaissance il y a 1 an déjà. Et pour le coup, peut-être qu'il y aura des choses encore à construire avec notre territoire. Merci beaucoup d'avoir laissé ta petite ce matin, et de ne pas l'avoir sur les terrains, et d'avoir pris du temps pour nous. Vraiment, très chaleureusement, ça nous fait grand plaisir. Voilà. Et donc, merci, et ça continue. Nos activités du week-end continuent sur le terrain cet après-midi. Et puis demain matin, encore des questions sur le handicap, quasi tout le matin. Donc ça va être encore un gros programme. Yann, merci d'être là. Désolé, je suis un peu en retard. J'ai loupé le truc. Mais très content d'avoir pu quand même un petit peu participer. C'était cool. Une belle participation. Merci. 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 Cosmic FM, Cosmic et Femmes.